si fort qu'il ne se battrait plus jamais. Tels furent donc les mots de George Foreman en se remémorant la nuit où il affronta Mohamed Ali. Mais ce qui avait commencé comme l'une des rivalités les plus féroces de la boxe devint une puissante histoire d'amitié, de respect et de rédemption. Avant sa mort, Foreman partagea une dernière vérité émouvante au sujet d'Ali. Une vérité que peu de gens connaissaient, qu'a finalement révélé Foreman sur l'homme qu'il avait un jour vaincu. Et comment ce combat les a-t-il transformés à jamais? Découvrez ce que George Foreman a confié juste avant sa disparition au sujet de Mohamed Ali. Le monde en deuil. Le monde s'est figé le vendredi 21 mars 2025 lorsque la nouvelle est tombée. George Foreman, le légendaire champion poids lourd, s'était éteint à l'âge de 66 ans. La confirmation est venue sous la forme d'un message bouleversant, publié par sa famille sur Instagram, accompagné d'une photo de Foreman entouré de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. « Nos cœurs sont brisés », commençait le communiqué. C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre bien-aimé George Edward Foreman, Seigneur, qui s'est éteint paisiblement le 21 mars 2025 entouré des siens. Pour des fans de toutes les générations, la perte de Big George fut ressentie de manière intime. Il n'était pas seulement une icône de la boxe, il était un symbole de résilience, de rédemption et de renaissance. Un homme dont l'histoire a touché d'innombrables vies, bien au-delà des cordes du ring. Né en 1949 à Marshall, au Texas, George Foreman connut dès ses premières années les épreuves et les difficultés. Il grandit à Houston où, jeune, il était engagé sur une voie périlleuse. La boxe, qu'il commença d'abord pour perdre du poids et s'endurcir pour les bagarres de rue, devint son salut. À 19 ans à peine, il remporta la médaille d'or olympique, éblouissant le monde aux Jeux de Mexico en 1968 par sa force et sa détermination. Sa transition vers la boxe professionnelle fut rapide et impitoyable. En 1973, il détrôna Joe Frazier et s'empara du titre incontesté des poids lourds. Ses coups tonitruants sèment la terreur chez ses adversaires et lui valant la réputation d'un des boxeurs les plus redoutables de l'histoire. L'influence de Foreman dépassa largement le cadre de la boxe. Son invention et l'endossement du célèbre grill George Foreman firent bien de lui un nom connu dans le monde entier, avec plus de 100 millions d'unités vendues. Son charme, son humour et sa sincérité le rendirent cher au cœur du public, tandis que son appareil révolutionna la cuisine à domicile. À sa mort, la fortune de Foreman était estimée à plus de 300 millions de dollars, preuve de son génie autant comme sportif que comme homme d'affaires. Pourtant, il resta humble, désignant toujours sa foi, sa famille et les leçons tirées de ses plus grandes défaites comme ses véritables richesses. À l'annonce de sa disparition, les hommages affluèrent du monde entier. Athlètes, artistes et figures politiques saluèrent Foreman, non seulement pour ses exploits, mais surtout pour son humanité. La légende de la NBA, Scottie Pippen, écrivit « Ton héritage perdure, champion ». Le promoteur de boxe Bob Arum le qualifia de l'un des plus grands cogneurs et l'une des plus grandes personnalités que ce sport ait jamais connue. Son partenaire, de longue date à la télévision, Jim Lampley, ému aux larmes, déclara « C'était un grand boxeur, mais un être humain encore bien plus grand. Chaque bonne chose qui lui est arrivée, il l'a amplement méritée. » La cause officielle de la mort de Foreman n'a pas été divulguée. Sa famille s'est contentée de dire qu'il était parti paisiblement, entouré de ceux qui l'aimèrent le plus. Sa disparition laisse un vide non seulement dans le monde du sport, mais aussi dans le cœur de ceux qui admiraient de son parcours, de jeunes en difficulté devenus icônes mondiales, de compétiteurs acharnés, devenus prédicateurs bienveillants et patriarches aimants. Sa vie fut un tissu d'épreuves et de triomphes, de combats livrés tant sur le ring qu'au plus profond de son âme.
Et dans ces derniers jours, George Foreman parla doucement de Muhammad Ali, l'homme qu'il avait un jour vaincu et qui, pourtant, changea sa vie à jamais. Le combat de la jungle. Le combat entre George Foreman et Muhammad Ali, le 30 octobre 1974 à Kinshasa. Aux Zahers, devenu à jamais célèbre sous le nom de Rumble in the Jungle, reste l'un des moments les plus inoubliables de l'histoire du sport. Bien plus qu'un simple match de boxe, il devint un symbole, celui de la stratégie sur la force brute, du cœur sur la puissance physique et d'une guerre psychologique autant que d'un affrontement corporel. Foreman entra sur le ring en tant que champion du monde des poids lourds, invaincu, un homme que l'on croyait invincible. À seulement 25 ans, il avait écrasé tous ses adversaires avec une puissance terrifiante. Joe Frazier, l'homme qui avait un jour battu Ali, avait été anéanti par Foreman en 2 rounds. Ken Norton, un autre des meilleurs poids lourds qui avait donné du fil à retordre à Ali, avait lui aussi été éliminé en seulement 2 rounds. Foreman ne se contentait pas de gagner. Il détruisait des légendes, et la plupart pensaient qu'Ali serait le prochain. Mais la route jusqu'au combat réserva des surprises. Pendant son entraînement aux Zahers, Foreman se fit une coupure au-dessus de l'œil, ce qui força à retarder le match d'1 mois. Cette blessure, bien que minimum, eut des conséquences majeures. Incapable de s'entraîner correctement, Foreman dut limiter sa préparation. Il a demi plus tard que ce délai, et cette blessure fut de la meilleure chose qui pouvait arriver à Ali. Pendant que Foreman se reposait et protégeait sa coupure, Ali mit à profit ce temps supplémentaire pour conquérir le cœur du peuple zaïrois. Il se mêla aux habitants, parla aux foules et devint un héros local. Partout où Foreman allait, il entendait résonner les cris de « Ali, Bomaye, Ali, tue-le ». La foule avait choisi son champion et ce n'était pas le colosse invaincu. Ce basculement dans l'atmosphère joua un rôle crucial dans ce qui allait suivre. Le soir du combat, le stade vibrait d'énergie. Le monde entier regardait, s'attendant à ce que Foreman fasse ce qu'il avait toujours fait, dominer son adversaire dès les premiers rounds et mettre fin au combat rapidement. Mais Ali avait un autre plan. Dès le premier coup de gong, il surprit Foreman avec des coups rapides et précis, notamment des directs du droit inattendus qui prirent Foreman au dépourvu. Ces coups initiaux ne suffisaient même pas à blesser Foreman, mais ils perturbèrent son rythme. Dès le 2e round, Ali changea complètement de stratégie. Au lieu de se déplacer sans cesse autour du ring, comme beaucoup s'y attendaient, il s'appuya sur les cordes et laissa Foreman déchaîner ses puissantes frappes. C'était la fameuse tactique du rope-a-dope. En absorbant les coups au corps et en déviant se diriger vers la tête avec ses bras et ses gants, Ali força Foreman à puiser dans ses réserves d'énergie. Round après round, Foreman frappait sans relâche, convaincu qu'il épuisait Ali. En réalité, c'était lui-même qui l'épuisait. La chaleur étouffante de la nuit africaine et l'effort colossal de lancer autant de coups commencent à vider Foreman de ses forces. Ali, de son côté, en profita pour placer des jabs et des crochets dès qu'une ouverture se présentait. Ces provocations accentuaient encore la frustration de Foreman. Entre les corps à corps et les frappes, Ali murmurait des insultes et des défis. « C'est tout ce que tu as, George. » Foreman avoua plus tard que ces mots avaient frappé plus fort que n'importe quel coup, car ils lui firent tout remettre en question. Sa confiance commença à vaciller, alors que le plan d'Ali se déroulait à la perfection. Au fil des rounds, les coups de Foreman perdirent de leur puissance. Ses frappes, autrefois dévastatrices, devinrent désordonnées et inefficaces. Ali, toujours capable d'encaisser les coups au corps sans en être trop affecté, gagna en audace. Il se mit à narguer ouvertement Foreman, plaçant des coups nets qui marquèrent en son visage de bleu et de gonflement. La foule s'enflammait à chaque jab d'Ali, à chaque provocation, à chaque signe que leur champion renversait la situation. Au 8e round,
Foreman était à bout de souffle. Ses bras étaient lourds, ses jambes vacillaient, ses coups étaient lents et prévisibles. Ali vit sa chance. Il bondit hors des cordes avec une série de coups précis et puissants. Une combinaison rapide, un crochet gauche, un direct du droit à la mâchoire, fit vaciller Foreman en arrière. Un dernier coup l'envoya au tapis, un moment qui parut se dérouler au ralenti pour les millions de spectateurs. Pour la première fois de sa carrière, George Foreman venait d'être mis KO. Bien qu'il tentât de se relever, l'arbitre mit fin au combat, et Mohamed Ali fut déclaré vainqueur. Le Rumble in the Jungle fut bien plus qu'une surprise de spectaculaire. Ce fut une leçon magistrale de stratégie et de force mentale. Ali avait pris tout ce que Foreman pouvait lui infliger, et s'en était servi contre lui. Il avait transformé la puissance de Foreman en faiblesse. Ce combat montra au monde entier qu'Ali n'était pas seulement un grand boxeur, c'était un génie sur le ring. Sa capacité à endurer, à réfléchir sous la pression et à exécuter un plan que personne ne croyait possible, rendit sa victoire légendaire. D'une rivalité pleine de ressentiment, naquit une amitié profonde. Lorsque George Foreman s'effondra sur le ring, ce fut la fin de son règne en tant que champion du monde des poids lourds. Mais aussi le début d'un long et douloureux chemin de réflexion, de remords et finalement de rédemption. Dans l'immédiat après-combat, Foreman chercha des raisons autres que les évidences pour expliquer sa défaite spectaculaire. Il évoqua la souplesse du tapis qui, selon lui, avait privé ses coups de leur puissance dévastatrice habituelle. Il suggéra que le compte de l'arbitre avait été trop rapide, ne lui laissant pas une chance équitable de se relever. Mais sous ces griefs se cachait une vérité plus profonde que Foreman ne pouvait, au départ, affronter. La dévastation psychologique qu'il avait subie ce soir-là. Les provocations d'Ali, sa confiance inébranlable et sa stratégie inattendue avaient semé dans l'esprit de Foreman des graines de doute qui allaient le hanter pendant des années. Pour la première fois de sa carrière, celui que l'on voyait comme une force irrésistible se sentit comme le méchant de l'histoire, conspué par une foule qui adorait Ali. Les acclamations qui résonnaient à Kinshasa pour Ali firent sentir à Foreman qu'il était un intrus, un étranger dans un endroit où il croyait que ses poings lui assureraient la victoire. Ce sentiment d'isolement, de rejet par la foule et par l'instant présent, l'accompagna des décennies durant. Mais ce qui choqua véritablement le monde ne se produisit pas sur le ring, mais des années plus tard, lorsque Foreman révéla la vérité crue et troublante sur son état d'esprit pendant ce combat. Dans une interview sans phare, il avoua ce que personne n'attendait. « Je ne voulais pas seulement gagner un match de boxe, je voulais le frapper si fort qu'il ne se battrait plus jamais. » Ces mots stupéfièrent, les fans brisant l'image de Foreman en simple compétiteur acharné. Ils révélèrent un côté plus sombre, celui d'un jeune homme, poussé par la rage, animé non seulement par le désir de vaincre, mais de détruire. Cette confession réécrivit l'histoire du combat, montrant qu'au-delà des apparences de ce célèbre affrontement, se cachait une tempête émotionnelle dangereuse. Un désir d'anéantissement qui mena finalement Foreman à sa perte. Pendant des années, le monde célébra la transformation de Foreman, de cogneur redouté des années 70 à prédicateur souriant, vendeur de grilles, symbole de rédemption. Mais avec cet aveu, le monde entrevit le lourd fardeau qu'il avait porté, celui de savoir ce qui avait réellement habité son cœur cette nuit-là. Et pourtant, le temps, comme souvent, adoucit l'amertume. Le lien entre Foreman et Ali évolua, passant de la rivalité et du ressentiment à une profonde amitié et un respect du mutuel. L'homme qu'il avait un jour voulu détruire devint celui qui lui enseigna les plus précieuses leçons de sa vie: l'humilité, la patience, le pardon. Ils n'étaient de plus des adversaires enfermés dans un combat sans fin, mais des frères qui avaient traversé l'épreuve ensemble.
Cette transformation remarquable se symbolisa lorsque Foreman aida un Ali affaibli à monter sur scène aux Oscars, où le documentaire When We Were Kings, retrasant leur fameux combat, reçut un Oscar. Ce fut un moment qui montra le chemin parcouru. Ils n'étaient ce plus ennemis, mais alliés, unis par une histoire commune et une compréhension durement acquise. Foreman dira plus tard, « Nous sommes devenus les meilleurs amis. Je l'aimais comme un frère. » La profondeur de leur lien toucha même leur famille. À la mort de Foreman, la fille d'Ali, Racheda, adressa un message de réconfort à la famille Foreman. « Ton papa est en train de boxer avec le mien au paradis. » Leurs enfants ressentirent, eux aussi, ce lien unique entre ces deux géants. Lors du 50e anniversaire du Rumble in the Jungle, les enfants d'Ali et de Foreman se réunirent non pas comme descendants de rivaux, mais comme une seule et même famille élargie, célébrant un héritage de respect, de pardon et d'amour né de cette nuit au Zaïre. Et dans le cœur même de Foreman, le combat qu'il avait autrefois hanté en vint à représenter quelque chose de bien plus grand. Il comprit que cette défaite n'était pas une malédiction, mais un tournant. Après sa perte face à Ali, Foreman vécut ce qu'il appela un éveil religieux, si puissant qu'il l'amena à abandonner la boxe à seulement 28 ans. L'homme qui avait autrefois cherché à écraser ses adversaires sur le ring aspirait désormais à la paix, devenant prédicateur, homme de foi, dédié à transmettre des messages de rédemption et d'espoir. Et lorsqu'il fit son retour sur les rings, 10 ans plus tard, reconquérant finalement la ceinture des poids lourds, dans l'un des plus grands retours de l'histoire du sport, il le fit en homme transformé. Un homme que ne guidait plus la rage, mais une mission. Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de revanche entre Muhammad Ali et George Foreman? Après le Rumble in the Jungle, le monde de la boxe retint son souffle en attendant ce qui semblait inévitable. Un combat revanche entre Muhammad Ali et George Foreman. Sur le papier, cela avait tout son sens. Ali venait de marquer l'histoire en récupérant la couronne des poids lourds lors de l'un des plus grands bouleversements du sport. Et Foreman, le conneur redouté, devait certainement être déterminé à reconquérir ce qu'il avait perdu. Ali, après tout, avait l'habitude des revanches à force en jeu, que ce soit contre Sonny Liston, Joe Frazier, Ken Norton ou d'autres. Il n'avait jamais reculé devant la perspective d'offrir à ses rivaux une seconde chance. Pourtant, une revanche contre Foreman ne vit jamais le jour. Pourquoi? Les raisons de l'absence d'un Ali Foreman II sont multiples, mais l'en politique, orgueil, stratégie et démon intérieur que les deux hommes portèrent longtemps après cette nuit au Zaïre. Juste après le Rumble in the Jungle, Ali ne chercha pas à affronter de nouveau son adversaire le plus dangereux. Il affronta une série d'adversaires qui, bien que respectables, ne représentaient de pas la même menace que Foreman. Il y eut d'abord Chuck Whipner, outsider, qui surprit tout le monde en envoyant Ali au tapis et en tenant jusqu'au 15e round, un combat qui inspirera d'ailleurs le film Rocky. Vint ensuite Ron Lyle, Jean-Pierre Kopman, Richard Dunn et d'autres encore. De son côté, Foreman, après une pause de 15 mois pour se reconstruire, fit un retour fracassant. Son combat contre Lyle fut une véritable guerre. Il fut mis au tapis 2 fois, mais revint pour mettre KO Lyle au 5e round. Un combat qui fut sacré combat de l'année 1976 par The Ring Magazine. Foreman était de retour, et les appels en faveur d'une revanche se firent plus pressants. En coulisses, des discussions eurent lieu du tout. Comme Foreman le raconta lui-même, Ali l'appela même directement avant le combat contre Lyle pour discuter des conditions d'une revanche. Mais il y avait un obstacle. Ali exigea que Foreman reprenne Dick Sadler comme entraîneur. Foreman refusa catégoriquement. Sadler, autrefois clé de son ascension, était aussi l'homme que Foreman tenait pour responsable de la stratégie désastreuse menée à Zaïre. Foreman estimait que Sadler l'avait poussé à attaquer sans relâche, l'épuisant sans ajuster le plan
face au repas d'aube d'Ali. Pour lui, ramener Sadler était impensable, et ce refus, selon Foreman, ferma la porte à la revanche. Cette condition étrange alimenta les spéculations. Ali manipulait-il les circonstances pour éviter d'affronter un Foreman plus intelligent et mieux préparé? Sadler s'était de manière intéressante rapproché du clan Ali après Zéhir, ce qui fit naître des rumeurs selon lesquelles son insistance n'avait rien d'un hasard. Certains pensaient qu'Ali voyait en Sadler une sorte de garantie. Car si Foreman revenait avec un nouveau plan et un entraîneur comme Jill Clancy, qui travaillait ensuite avec lui, le risque d'une revanche serait bien plus grand. Les choix d'Ali, après Zéhir, reflétaient aussi une autre réalité. L'épreuve que ce combat lui avait infligée. Le Rumble in the Jungle n'avait pas été une victoire facile. Bien qu'Ali l'emportât, il encaissa de nombreux coups. Certains murmuraient, sans jamais que ce soit vraiment confirmé, qu'Ali avait uriné du sang après le combat, signe des dégâts internes causés par les coups au corps de Foreman. Le coup physique, combiné à l'éprouvante Rely in Manila contre Frazier, semblait pousser Ali vers des défenses de titre moins risquées. Il n'avait pas besoin de Foreman pour consolider sa légende. Il l'avait battu quand cela comptait de façon spectaculaire. Pourquoi tout risquer face à un Foreman regonflé, alors que le public se contentait du triomphe déjà acquis? Foreman lui aussi avait ses propres luttes. La cicatrice psychologique de sa défaite face à Ali était plus profonde que n'importe quel chaos. Cette nuit, Ozer brisa son image de destructeur invincible. La défaite le bouleversa, au point qu'il avoue, à plus tard, s'être demandé s'il souhaitait vraiment recroiser Ali sur un ring. Dans des moments de franchise, il parla de ce coup au corps qui fit plier Ali en deux pendant le combat, de ce regard de douleur qu'Ali lui lança. Et pourtant, Ali continua. Foreman reconnut que, malgré son envie de revanche, une part de lui doutait d'en avoir véritablement le désir, conscient du courage et de la volonté qu'Ali avait démontré. Lorsque Foreman perdit finalement contre Jimmy Young en 1977, lors d'un combat exténuant et déroutant, ce fut la goutte d'eau. Cette défaite provoqua son départ soudain des rings et une décennie d'absence. Durant cette période, Foreman vécut une profonde transformation spirituelle, devenant pasteur. Quand il revint finalement sur les rings et reconquit la ceinture mondiale en 1994, Ali était depuis longtemps à la retraite, et l'occasion d'une revanche s'était transformée en légende. Alors, pourquoi n'est-il jamais de revanche entre Muhammad Ali et George Foreman? Ce ne fut pas une seule raison, mais bien un ensemble de facteurs. Il y eut la stratégie d'Ali, peut-être guidée par la sagesse ou la crainte, conscient que le destin ne fera pas deux fois au même endroit, et qu'un Foreman mieux préparé représenterait un danger bien plus grand. Il y eut les démons intérieurs de Foreman, son doute après la défaite, et plus tard son retrait complet du monde de la boxe. Il y eut la politique de l'époque, l'argent, les intérêts des promoteurs et les priorités d'Ali, tournées vers d'autres rivalités. Même la fierté obstinée des deux hommes joua son rôle. La condition d'Ali, d'avoir Sadler dans le coin de Foreman, relevait autant de la tactique psychologique que de la négociation. Au final, les derniers mots de Foreman sur Muhammad Ali montrèrent que leur rivalité dépassait largement la victoire ou la défaite. Elles devinent une histoire de respect mutuel et de fraternité. La revanche dont tant ont rêvé n'eut jamais lieu, laissant les fans se demander à jamais si Ali et Foreman s'étaient retrouvés face à face une seconde fois qui aurait gagné. Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres moments inoubliables de l'histoire de la boxe.